pas voulu que vous sentiez coupable. Alors, ce soir, comment se couper de culpabilité? Se couper de la culpabilité, de quelle culpabilité on doit parler? De toutes les formes de culpabilité, même si on les suggère, on ne les nomme pas culpabilité. Est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce que c'est toute une transformation qui nous parvient, surtout par notre forme d'éducation? Daniel Kemp, on le qualifie de spécialiste des conditions humaines, aborde beaucoup de sujets. Ce sujet a déjà été abordé, mais il y a tellement de formes d'expression de la culpabilité qu'il ne cesse d'apporter aussi du renouveau et du nouveau dans les perceptions. Alors, on n'attend plus, on invite Daniel Kemp. Un peu trop coupable, non? Cette fameuse culpabilité. J'ai déjà chaud. Je transpire. Comment se sentir coupable? Oh, ça c'est facile. Et comment ne pas se sentir coupable? Comment se sentir sécure et insécure? Ce n'est pas plusieurs questions, mais c'est une question qui a toujours rapport avec la culpabilité. Comment réussir à identifier le phénomène de la culpabilité, parce qu'il se manifeste de tellement de façons que finalement on le perd de vue, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, le premier phénomène de la culpabilité, ou la première façon de l'observer, de s'en rendre compte, ça va être normalement une souffrance interne, une souffrance psychologique, une souffrance émotive, qui amène l'individu à se replier sur lui-même parce qu'il est convaincu que ce qu'il a fait ou que ce qu'il a pensé, ou même que ce qu'il n'a pas fait, est mal accepté par soit autrui, soit une force quelconque de divinité ou d'autorité. Alors, c'est la première forme de la culpabilité et c'est souvent celle que l'on connaît le plus. On se sent coupable d'avoir mal agi. Envers soi, envers autrui, envers un Dieu, envers quelque chose. Maintenant, ça c'est la forme la plus dense de la culpabilité. C'est la forme la plus facile à observer. Maintenant, si on se demande si l'inquiétude n'est pas une forme de culpabilité, on peut effectivement parvenir à, si on observe bien, découvrir que se sentir inquiet, c'est de la culpabilité. C'est aussi de la médiocrité. C'est une forme de médiocrisation que l'humain québécois vit bien. Mais une grande partie de l'inquiétude fait partie de la culpabilité. La honte, la gêne, ce qu'on appelle aussi le trac. Un artiste a le trac. Certains artistes disent que c'est normal. Peut-être normal. Mais ce n'est pas efficace et ce n'est pas intelligent. L'artiste est intelligent, possiblement. Mais le trac, ce n'est pas. Le trac, c'est une culpabilité. Tu souffres déjà au cas où tu ferais mal. Et ça, le trac. Lorsqu'une personne a le trac pour rencontrer quelqu'un, parler en public, expliquer quelque chose, demander une augmentation, parler à un policier, elle a le trac. Hein? Et ça, c'est de la culpabilité d'avant-garde. Là, l'homme est tellement programmé à se sentir coupable, que s'il ne se sent pas coupable toujours après avoir accompli une chose, il a même la faculté de se sentir coupable avant de l'accomplir. C'est très intéressant. Ou de se sentir coupable, de ne pas se sentir coupable. Certains vont vivre ça. Mais s'ils s'observent, le problème est réglé, ils se sentent coupables. Bon. Donc, dans les formes subtiles de culpabilité, on a la gêne, le trac, on a évidemment la honte, on a, comme par exemple, arriver en retard. Bon, ça peut faire vibrer une forme de culpabilité chez certains individus. Pourquoi? Parce que les individus peuvent avoir l'impression qu'ils sont mal accrédités par la collectivité.
c'est une forme. Si l'individu, ça ne le dérange pas, il est déjà à un certain niveau de quelque chose. Ou bien il est orgueilleux et il se fout du monde, ou bien il est suffisamment nouveau pour justement être capable de supporter un événement sans nécessairement demander à l'extérieur de le supporter avec lui. Donc, il peut vivre une non-culpabilité et il a raison de bien se sentir. Qu'est-ce que tu veux dire par un suffisamment nouveau? C'est suffisamment nouveau. On parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui a 100% des symptômes de l'homme nouveau. Or, suffisamment nouveau, c'est quelqu'un qui a quelques symptômes de l'homme nouveau. Alors, si une personne est capable de se supporter elle-même, elle a déjà un symptôme de l'homme nouveau, alors elle est suffisamment nouvelle pour être capable de supporter un événement individuellement sans nécessairement demander à ce que la collectivité ou un Dieu ou quelque chose le supporte avec lui. On se sent coupable lorsque l'extérieur ou lorsqu'une autorité auquel on se voue, une autorité qu'on accepte, ne semble pas ou n'est pas du tout en accord ou en harmonie avec ce que nous avons fait ou avec ce que nous avons pensé ou avec ce que nous n'avons pas fait. Alors la culpabilité, c'est l'une des petites morts de l'homme. La culpabilité, c'est donner à l'homme de façon à renforcer un concept illusoire, le libre arbitre. Que l'homme, sur le plan planétaire, dans l'époque actuelle, comme depuis, disons, 4,5 milliards d'années, l'homme n'a jamais eu de libre arbitre. Et lorsque l'être humain est instruit archétypalement, lorsque l'être humain est instruit théologiquement, émotivement, qu'il a un libre arbitre, la seule façon d'obliger l'homme, malgré qu'il découvre tout au long de sa vie que le libre arbitre n'existe pas, la seule façon de l'obliger à continuer à penser qu'il en a un, c'est nécessairement de le rendre coupable, parce que s'il se sent coupable, c'est qu'il a un libre arbitre. Si tu n'as pas de libre arbitre, tu ne peux pas dire que tu as mal agi. Mais pour être sûr que tu vas continuellement penser que tu as un libre arbitre, on va s'arranger pour que tu puisses te sentir coupable d'une action commise par ton être-té, par ton corps, par ta pensée ou par ta bouche. L'homme achète un jouet à son enfant et l'enfant un ballon, l'enfant joue avec le ballon, on traverse la rue, l'enfant traverse la rue et se fait tuer. Alors, le parent qui a acheté le ballon va pouvoir se dire, bon, c'est de ma faute, j'aurais pas acheté ça, si j'aurais mis des clôtures, si j'aurais... Voilà. Ce n'est pas sa faute, ça ne le regarde même pas. Sauf qu'étant donné qu'il veut, par l'orgueil, conserver l'illusion du libre arbitre, nécessairement il sera sujeté à la culpabilité. Comment pouvons-nous penser qu'un être pensant, intelligent, savant, puisse avoir la faculté de continuellement penser qu'il a un libre arbitre, alors que tout ce qu'il veut entreprendre, ou la majorité de ce qu'il veut entreprendre, n'aboutit jamais, et n'aboutit jamais comme il le voudrait. Comment pouvons-nous penser, honnêtement, que l'homme placé sur le plan planétaire, avec les possibilités qu'il a, s'il aurait ce libre arbitre, serait toujours en train de faire des conneries? Parce que l'humanité fait des conneries. Elle est passée maître dans l'art de faire des conneries. Mais la plus grosse connerie, c'est que l'humanité est convaincue que c'est de sa faute. Ça, c'est la grosse connerie. Maintenant, l'humain va dire, c'est faux, mais si on décide que c'est plus notre faute, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi et on se coûte tout. Ouais, fais n'importe quoi et les autres feront aussi n'importe quoi. Alors, on a des personnes qui, à un moment donné, sont manipulées à faire un vol, ou à faire un viol, ou à commettre un meurtre, et se ramassent en prison. Ce ne sont pas ni des meurtriers, ni des violeurs, ni des voleurs. Ce n'est pas de leur faute. Et ils ont été manipulés, et ils sont responsables d'un acte qui a été accompli par le biais de leur propre personnalité, de leur corps physique, de leur pensée, de leur être-té. Mais nécessairement, on condamne la chose qui manipule cet homme-là ou cette femme-là, et cette chose-là, on la met en prison. Le problème, c'est qu'elle peut s'exprimer dans le contexte de l'homme que par le biais de ce véhicule physique ou psychologique. Alors, on doit mettre le véhicule en prison. Nécessairement, lorsque l'on met le véhicule en prison, on doit mettre les choses bonnes de l'homme en prison parce qu'elle s'exprime aussi par ce corps. Voyez-vous, ce soir, on a préparé quelques petits pièges. Certains sont déjà en train de vivre ces pièges. Pour essayer de développer la mécanicité de la culpabilité. Une personne, par exemple, qui brise une chaise. Bon, c'est un exemple comme ça que je donne.
Ça veut pas dire que ça va arriver. Bon. Savez-vous comment elles coûtent, ces chaînes? Et en plus, devant les autres, etc., il se passe des choses. Mais l'être humain qui vit ça, ce n'est pas de sa faute. Mais il transpire. Il essaie d'arranger la chaise. Il comprend plus. Vous savez, il n'est pas coupable, mais c'est lui qui paye pour. Moi, là, Oui. Plus tu parles, Je vais boire. Oui, c'est ça, vas-y. J'essaie de voir de l'intelligence dans tout ça, puis c'est comme si tu essayais de nous démontrer qu'il y avait de l'intelligence. Ben, évidemment, quand tu es coupable, c'est intelligent. J'en vois pas là-dedans. Non, c'est sûr. Mais c'est intelligent. C'est même absolument génial. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut voir derrière ce phénomène, justement, cette intelligence? Bon. Comment fait-on pour la percevoir? Pendant un laps de temps, tu ne peux pas voir avec tes yeux parce que tu as eu une opération. Alors, on te met un bandeau. C'est intelligent, n'est-ce pas? Après 25 ans, tu as encore le bandeau. Il y a des chances que tes yeux ne puissent plus voir. J'ai déjà expliqué le phénomène de l'éléphant. L'éléphant, on le capture ou on le prend petit. On attache, prenons l'éléphant sauvage qu'on capture. On attache une chaîne après sa patte et on attache cette chaîne après un gros pieu de métal ou de bois ou un tronc d'arbre pour que l'éléphant ne puisse pas s'en aller. Alors l'éléphant, il apprend mémoriellement qu'il ne peut pas partir. Lorsqu'il l'a bien appris, on ôte la chaîne qui est encombrante, on met une petite corde et on attache de temps en temps la corde après un petit pieu. L'éléphant s'entend toujours quelque chose après sa patte, c'est qu'il ne peut pas partir. Bon. Alors l'éléphant passe sa vie à rester attaché après le ficelle. C'est un peu la même chose souvent pour la culpabilité. Bon. J'espère que notre technicien va se sentir coupable, vous en avez tous. Enfin. Bon. L'être humain vit de la culpabilité et la culpabilité est essentielle parce qu'elle permet à l'humain de supporter sa condition d'ignorant dans les mécanicités cosmiques qui ont induit sa présence sur la Terre. Ça veut dire que la culpabilité permet à l'homme de conserver l'illusion d'un libre arbitre qui finalement lui rend plus supportable du point de vue de l'ego sa condition d'être limité dans un contexte planétaire. Si tout ce que émotivement ou au niveau du désir ou au niveau de la pensée, c'est tout ce que l'on veut faire ou presque tout n'aboutit pas, bien on ne pourrait pas vivre. Alors il y a l'illusion du libre arbitre qui est intelligent mais qui doit maintenant commencer à être brisé. Il y a l'illusion du libre arbitre qui fait dire à l'homme j'ai la possibilité de tout changer et de vivre heureux, de m'améliorer, d'évoluer, de me libérer des contraintes matérielles, d'avoir ce que je veux avoir, même contre les autres, si j'ai plus de volonté qu'eux autres. Cela permet à l'homme d'accepter sa condition d'être limité, pour l'instant. Alors l'homme a l'illusion qu'il peut changer les choses, alors qu'il ne peut rien changer. Hein, l'homme n'a rien changé. L'homme ne change pas grand-chose. L'homme va dire, oui, mais on a inventé telle affaire. Non. Ça peut tomber d'en face à un moment donné. Bon. Puis c'était le temps que ça tombe devant un savant qui était programmé ou manipulé pour le voir. Bon. Tu sais, on change grand-chose. Savez-vous combien ça prend de temps avant de faire accepter un changement à une société? Ça prend 10, 20, 30, 40, 50 ans. On appelle ça l'évolution rapide. Le faux micro-ondes est inventé par les forces militaires dans les années 1920. Ça a commencé à sortir dernièrement. Il y avait des problèmes techniques. Bon, la télévision, on s'en servait de là bien longtemps. L'auto à essence, en 1800, début 1900, c'est déjà inventé. Avant que l'humain finisse par penser que le cheval peut être remplacé, ça prend du temps. Puis l'homme se vante d'évoluer rapidement. Bon, il évolue, peut-être. Rapidement, tout dépend des points de vue. Bon. La culpabilité permet à l'homme de pouvoir continuer à énergiser l'illusion du libre arbitre. Moi, j'ai fait ceci, ça marche pas. Donc, nécessairement, c'est de ma faute. Et j'ai besoin de la culpabilité. Parce que si ce n'est pas de ma faute, je vais immédiatement découvrir que si c'est pas de ma faute, c'est qu'il se passe quelque chose. Et si chaque fois que j'essaie, ça marche pas, puis que c'est pas de ma faute, c'est que je n'ai pas la possibilité de changer les choses. Ou bien je vais dire, je suis manipulé. Mais dans les deux cas, l'homme n'est pas libre. Et la culpabilité, c'est une farce, un attrape humain qui, premièrement, consomme la majorité de l'énergie d'intelligentiation dans l'évolution améliorative de l'homme. Ça veut dire que chaque fois qu'un être humain se sent coupable, c'est qu'il a la faculté d'observer qu'il a agi inécologiquement
ou que la mécanique, ou que le résultat subséquent à son acte n'est pas harmonieux. Et si l'être humain a la faculté de voir cela, c'est qu'il est intelligent. Mais l'homme qui voit ce genre de choses, au lieu de profiter de cette énergie de conscience pour pouvoir améliorer la vision des choses et découvrir peut-être le mensonge cosmique dans lequel il est placé, eh bien, au lieu de prendre cette énergie-là pour avancer, il la brûle en se sentant coupable. Et plus l'être humain se sent coupable, plus il devient médiocre. Plus il perd sa conscience, moins il comprend ce qui lui arrive, et finalement, il crée une pathologie, la culpabilité, très puissante. L'homme n'a pas la possibilité de changer les choses. La personne qui a un accident n'a pas voulu cet accident. Consciemment ou inconsciemment, elle ne l'a pas voulu. Alors, on va parler de destinée. Ben, s'il y a une destinée, il n'y a pas de libre arbitre. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Je ne peux pas avoir un chemin tout tracé et en même temps pouvoir tout changer. Il y a un problème quelque part. Alors, l'homme se vexe lorsque je dis qu'il n'a pas de culpabilité, et tous ces humains qui se vexent, la majorité lisent l'horoscope, se font tirer aux cartes, se font faire le carte du ciel. Alors, ils recherchent, ils veulent connaître leur destinée, tout en continuant à estimer qu'il y a un libre arbitre. Bon, alors à un moment donné, à travers ces schémas, il faut qu'on comprenne quelque chose. Où il y a une destinée, où il y a un libre arbitre, il ne peut pas avoir les deux. Le libre arbitre. Parce que, tu sais, se couper de la culpabilité, c'est une raison pour que les gens viennent entendre parler de libre arbitre. Non. Le libre arbitre, le libre arbitre. Si l'homme a un libre arbitre, cela veut dire que chaque fois que tu désires une chose, cette chose arrive. Et la personne qui dit non, c'est pas comme ça, il faut que tu sois positif, il faut que tu aies une pensée juste, il faut que tu fasses des projections, il faut que tu sois mental, il faut que tu sois juste assez vite pour pouvoir remonter les événements. Ouais, mais quand tu fait des billets de loterie, tout ce que je viens de dire là, je ne sais pas à quoi ça peut servir. N'empêche que je veux gagner. Et je ne gagne pas. On a une chance sur près de 6 millions pour gagner au 39, 49. Bon, alors franchement, tout le monde a les barbites, la loterie ne marchera pas longtemps. Hein? Et comme j'expliquais dernièrement, c'est que si on a un voleur qui se sauve et un policier qui le suit, lui, il a le libre-arbitre, l'autre ne le rattrapera jamais. Lui, il a le libre-arbitre, c'est évident qu'il va le rattraper. Bon, à un moment donné, ben, il y en a un des deux qui devra être frustré. La liberté de quelqu'un s'arrête, la liberté des autres commence, c'est ce qui a été dit. La liberté de quelqu'un s'arrête à l'instant même où il existe. C'est simple. Chaque chose qui existe impose son temps et son espace au reste des choses qui existent. Alors, vous ne pouvez pas traverser les murs parce que le mur impose sa présence, son temps et son espace. Vous ne pouvez pas traverser les planchers. Vous ne pouvez pas traverser une rue si un auto veut traverser en même temps que vous. C'est conditionnel à l'expression de la matière. Une chose ne peut pas se trouver en même temps à la même place qu'une autre chose. La liberté, elle arrête à l'instant même où elle commence. Par contre, il peut exister une forme de liberté d'ensemble. Une écologie, un écosystème, qui fait que chacun devra, pour bénéficier d'un peu de liberté, donner un peu de cette liberté. Ce n'est pas un compromis psychologique, c'est un compromis mécanique. Dans ce temps-là, on n'a pas à le réfléchir, on n'a qu'à l'accepter et à l'accomplir. L'homme est sur la planète Terre pour accomplir des choses. L'homme est quelque chose de supérieur à ce qu'il conçoit aujourd'hui de ce qu'il est. Nécessairement, si l'homme est supérieur à ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fout ici? Il n'y a pas un être intelligent qui accepterait de rester sur la Terre dans des conditions comme que nous connaissons. L'homme aujourd'hui accepte, certains vont dire, ouais, mais moi je suis pas si pire. C'est sûr que t'es pas si pire. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais être et de ce que tu pourrais faire. La personne, j'en ai vu moi du monde, il avait du linge avec une barre de savon. C'était génial, mais du savon pour laver du linge, mais c'est l'homme est génial. Avec une planche de bois, avec une petite belle de verre dedans, là ça protège le bord de la rivière, là. Puis tu sais, c'est génial, t'as vu des petites dents pour que là, c'est génial. Change de culotte de 3 mois, hein? Bon. Mais c'est génial, c'est merveilleux, tu sais, tu connais pas ça, la laveuse sécheuse automatique? Non. Ouais, ben si tu connaîtrais ça, là, ta planche de bois puis ton savon, c'était génial, mais ça laisserait partir avec le reste de la guenille. Alors, l'homme qui est dans son contexte aujourd'hui, on a des fusées qui sautent pas toutes, on a des automobiles, on a de la boisson, bon, on a plein de choses. Sauf qu'à travers ces choses géniales, l'humain se complaît
de vie, d'une béatitude dans une structure matérielle, et il perd la conscience de ce qu'il est. L'être humain sur le plan planétaire, la matière lui est donnée pour le densifier. Il a un corps physique qui lui a été donné pour le limiter. Il a une conscience limitée à la mémoire expérientielle de son âme, donc de son ego. Et pour être capable, malgré la possibilité d'intelligence qu'il a, de rester sur le plan planétaire dans cette Terre, il doit nécessairement être coupé complètement de sa source. Et le rôle de l'homme, c'est d'arriver à accepter, et ça paraît bien simple, mais il n'y a pas grand humain sur la planète Terre qui serait capable d'accepter de rester sur la Terre, conserver leur corps physique limitatif, conserver leurs problèmes égoïques évolutifs, avoir une logistique mentale reliée à une conscience supramentale qui leur donne la possibilité de voir clairement ce qu'ils sont et ce pourquoi ils sont là. La grande majorité ferait ce qu'ésotériquement on ferait comme Lucifer, essaierait simplement de sacrer son camp. Hein? L'être humain va évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Et c'est pourquoi il évolue lentement. Parce que l'homme n'est pas sur la terre pour se sauver. L'homme n'est pas sur la terre pour être sauvé. L'homme est sur la terre pour sauver. Et ce n'est pas la même chose. Et si l'homme est sur la terre pour sauver, que doit-il sauver? Il y a des mécanicités dans cette création qui sont en phase de densification. Elles involuent. Ces phases de densification, elles portent un nom, Dieu. Et Dieu est en phase d'involution. Et Dieu, le seul salut de ce qu'on pourrait appeler Dieu, parce qu'il y a une plénitude de Dieu. Il y a des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, placés dans le ciel, dans le monde de la mort. Et il y a des dieux qui proviennent des cieux, du monde des cieux, qui sont en phase d'involution. Étant donné qu'elles sont en phase d'involution, par rapport à l'homme, elles sont mauditement plus évoluées. Mais l'homme s'est ramassé au fin fond des densifications spatio-temporelles avant tout, et maintenant il est en train de remonter la pente, c'est-à-dire qu'il retourne vers ce qu'il a créé. Et pourquoi les forces plus évoluées s'intéressaient tant à l'homme? C'est que le salut de celles-ci sont les forces ascendantes humaines. Mais pour que l'homme ne décide pas, s'il aurait la puissance et le pouvoir de le faire, de sacrer son camp, directement sortir de cette création, eh bien, il doit oublier ce qu'il est. Et oubliant ce qu'il est, il se ramasse dans un contexte où, finalement, sa constitution amico-mentalo-neuronique lui permet de faire une chose que l'animal ne peut pas faire. L'animal sait où trouver l'eau. L'animal sait qu'il a faim. L'animal sait qu'il doit dormir. L'animal sait que le printemps ou l'automne arrive. Sauf que l'homme, lui, sait qu'il sait. L'homme sait qu'il sait que l'eau est là. L'animal ne peut pas. Autrement dit, l'homme a une conscience, l'animal n'en a pas. Alors, l'animal peut fonctionner parce qu'il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Tandis que l'homme, lui, sait qu'il sait. Et quand un être humain sait qu'il sait, nécessairement, il se pose des questions que l'animal ne peut pas faire. La première question, c'est d'où je viens, qu'est-ce que je fais, puis où je vais. Ça, c'est suffisant pour qu'il se suicide. Alors, pour que l'homme accepte de conserver son état évolutif descendant pendant longtemps et ascendant aujourd'hui, pour que l'homme accepte d'accepter, il faut absolument qu'on réponde à ces questions-là. Si on ne répond pas à ces questions-là, ça va plus. Alors, il y a ceci. Il y a que la Terre, elle est dense, et lorsque la matière est créée, il y a immédiatement dans la structure subatomique de la matière une gestion mémorielle expérientielle qui conserve la mémoire événementielle d'une création planétaire. Cela veut dire que lorsqu'il y a une Terre, une matière, il y a nécessairement à l'intérieur comme autour d'elle une espèce de halo mémoriel, la conscience collective, le monde de la mort, le ciel. Et lorsque l'être humain descend, il sait ce qu'il a à faire. Lorsqu'il traverse cette brume, il l'oublie, c'est-à-dire qu'il se débarrasse volontairement d'une partie de sa conscience, et ce qui éclate lorsqu'il traverse cette sphère devient, bidimensionné, c'est-à-dire que c'est une espèce, c'est tout déformé, et ça va maintenant créer une enveloppe à ce monde de la mort qui porte le nom d'archétype ou d'archétype cosmique. L'homme sur le plan terrestre, maintenant, il sait qu'il sait, alors il s'assoit, et puis là, il y a une chose, même s'il n'y a pas encore les mots, il veut savoir ce qui se passe. Parce que l'animal ne veut pas savoir, l'animal ne sait pas. Alors, l'être humain fait référence immédiatement à un monde qui l'accole, le monde archétypal de la mort,
C'est pourquoi rapidement il va engendrer le culte des ancêtres, parce qu'il pourra avoir accès à ce monde de la mort, et lentement ça va évoluer en différentes formes de théologie. L'homme se référant au monde de la mort va savoir qu'il a été créé. C'est ce qui est le plus plausible pour une entité qui demande qu'est-ce que je fais, d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais. Alors, tu as été créé, mon pauvre type. Pour l'instant, supporte les conditions en essayant de m'aimer. C'est-à-dire, oublie-moi pas, parce que si tu m'oublies, tu feras plus ce que tu fais là, tu pourras plus vivre. Si tu veux oublier Dieu, aie quelque chose pour remplacer. T'auras des gros problèmes. Et t'as la finalité de revenir vers moi. L'archétype cosmique compte que la réalité, mais colorée sous forme de vérité. Ça ne dit jamais tout et jamais convenablement. Mais ça permet à l'homme de supporter sa condition. Alors l'homme se dit, bon, alors moi, est-ce que je peux chasser le mammouth? Eh bien oui, mais il devrait y avoir des mammouths. Est-ce que je peux faire ceci, faire cela? Lentement, l'homme fonctionne. Pourquoi pensez-vous que le minéral fer a été découvert exclusivement après le bronze et le cuivre? Pour la simple raison que l'homme n'avait pas encore la conscience suffisamment avancée pour pouvoir briser la peur qu'il avait du feu, de façon à pouvoir faire des feux suffisamment puissants pour faire fondre le fer. Et ces découvertes apparaissent dans une espèce de stratégie d'évolution toujours donnée à l'homme, au fur et à mesure que ça avance. On n'a pas inventé. On va dire souvent, oui, mais c'est un manque de technologie. Pas toujours. Parce qu'il y a des choses, des phénomènes scientifiques que l'homme connaît, qui ont été inventés de la belle lurette, mais refusés par la conscience collective de la collectivité, de l'humain. L'homme vit là-dessus et nécessairement l'homme ne pourra pas supporter, ayant été un intentionnaliseur, c'est-à-dire un créateur, il ne pourra pas supporter dans sa mémoire archétypale le fait qu'il ne peut plus créer. Alors on lui dit qu'il a un libre arbitre. Et pour être sûr qu'il va bien s'en rappeler, il faut absolument qu'il se sente coupable de mal agir, le con. Alors on va dire, archétypalement, tu as le choix. Fais le bien ou fais le mal. Quand tu fais le bien, je te carotte. Quand tu fais le mal, je te donne aux enfers. Tu as le choix. Est-ce qu'on peut dire t'as le choix, oui. Le mensonge cosmique, est-ce que c'est par rapport à la planète ou bien s'il y aurait mensonge planétaire aussi? Bon, ce qu'on appelle le mensonge cosmique, c'est un mensonge planétaire bâti par les forces cosmiques. Qu'est-ce que les forces cosmiques? Les forces cosmiques, ce sont des mémoires galactiques, universelles, super-universelles ou créationnelles, qui permettent la gestion de l'évolution de l'homme. Bon. Mais ce mensonge cosmique est juste dans la parole que s'il est vu du point de vue de l'homme. Alors l'homme peut dire, pourquoi les théologies nous mentent tant? Pourquoi Dieu nous cache-t-il ces choses-là? C'est un mensonge cosmique. Du point de vue cosmique, c'est un mensonge planétaire. Mais c'est essentiel que l'homme ne sache pas tout de suite. Hein? Tu conduis ton automobile vers le soleil, c'est mieux d'avoir des lunettes soleil pendant un bout de temps. Parce que tu auras peut-être une initiation lunaire avec tes lunettes fumées, mais tu ne prendras pas le champ, aveuglé par le soleil. Plus l'homme a la faculté d'être capable de supporter le neuf. Que le neuf soit vrai ou faux, ça n'a aucune importance. Si l'homme est capable de traverser les choses neuves sans heurts, et la majorité des problèmes lorsqu'ils ont vit du neuf, c'est qu'on veut faire traverser tout notre bagage ancien à travers le neuf. Hein? Quand je dis que si le Nazaréen revient, comme certains le conçoivent, dans un corps physique unique à lui, puis qu'il commence à guérir dans la rue, il va se ramasser en prison pour pratique illégale de médecine. Pour la simple raison qu'une chose neuve aujourd'hui, ne pas trop comme ça. Faudra qu'on réinvente la chaise électrique, quelque chose, en tout cas, pour qu'on puisse repartir la religion. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que, étant donné que lui-même s'est bien arrangé, hein, les apôtres ont été manipulés par des forces archétypales pour bien structurer l'illusion du retour du Christ, de façon à ce qu'on dise bien, faites attention, il y aura plein de faux prophètes. C'est sûr qu'avec ça, on ne pourra jamais leur reconnaître le vrai non plus. Et ça permet justement à l'intelligence christique de revenir à travers plusieurs individus qui ne voudront pas nécessairement être connus, et ce sera aux gens de faire le travail. Évidemment, celui qui se prétend être quelque chose peut être le vrai et peut ne pas être le vrai. Hein? C'est comique. Quelle est l'écologie sur cette planète du phénomène Dieu, Satan et culpabilité? Bon, Satan l'atmosphère. Culpabilité, ça commence par TUL, c'est là que ça va s'en aller. Et puis, Dieu,
c'est une conceptualisation anti-satanique ou anti-luciférienne. C'est la mémorisation de tous les phénomènes plus subtils de l'expérience de l'homme. C'est ce qui va créer d'ailleurs les hautes sphères spirituelles. Bon. Le Satan, ça va être la cristallisation égrégorienne, donc mémorielle, de tout ce qui influence dans l'expérience humaine. Et si on parle de culpabilité, la culpabilité, c'est simplement l'empêchement qu'on donne à l'homme de s'éveiller. Tu ne peux pas t'éveiller, sens-toi donc honteux. Première chose, tu finis par prier Dieu pour qu'il fasse ceci ou il fasse cela. Le problème de Dieu, c'est qu'il y a des milliers d'individus qui prient, qui demandent toutes des choses inverses. Hein? Alors, quand je dis que le paysan demande de la pluie, le voyageur du beau temps, ben Dieu, il sait plus. Bon. Et, il y a d'autres qui vivent la culpabilité. Bon, ben oui. Mais quand on dit quelque chose d'original, il faut s'observer, parce que c'est là qu'on apprend. C'est quand on s'observe. Si moi je prends de l'eau, je viens pour boire, puis bon, je shake, eh bien c'est impeccable, je dois en profiter pour observer. Est-ce que je me sens bizarre? Je suis un être humain. Je suis intelligent. Parce que le corps physique a un problème, faut que moi je me sente mal. Si, ou l'autre, il y a un problème quelque part. Hein? Bon, j'en mets sur moi, j'en mets à terre, tout le monde regarde, certains commencent à rire. Ben, c'est le job, ça. Ça me regarde pas, moi. Bon, puis je continue à shaker, puis je le mets là, puis ça, bon. Après, hein, c'est parfait. Quand une personne s'en va dans le métro, à un moment donné, elle cherche, et puis, elle cherche, là, chou! Bon, là, hein? Alors là, coupable, honteux, parce que la honte, c'est la culpabilité. Culpabilité subtile. Ils vont tous rire, sans t'es pas coupable, collecte-les. L'homme, non, ça m'est dit. Au lieu de se servir de certains événements pour découvrir que le monde n'est pas comme on l'a instruit, ben, il préfère trouver que, bon, prochaine fois, il faudra que j'ai des Kleenex ici, là, que je gagne plus, je sais pas, je vais mettre des foudres, n'importe quoi. Bon, tu sais, alors l'humain vit de cette culpabilité parce que sinon, il ferait fou, il verrait la réaction, puis il dirait, maudit, mais l'humain est pogné. Au lieu de cela, moi, c'est lui qui est pogné, bon. Puis pourquoi les autres rient? Parce que apparemment, ça c'est quelque chose de comique, mais le comique, au niveau de l'homme, est souvent un défoulement au niveau des autres. Hein? Tu ris d'un clown, tu ris d'un gars qui fait le niaiseux, tu ris de quelqu'un qui imite un autre, tu sais, on rit, on se défoule. La culpabilité, c'est quelque chose qui ne sert à rien. L'éducation sociale fonctionne par la culpabilité parce que c'est le moyen des paresseux. Est instruit par la culpabilité. Alors on va dire à quelqu'un, fais pas ça, c'est pas beau. Ça veut tout dire. Ça se fait pas, ce que tu viens de faire là. Ça veut tout dire. Hein? Tu dois donc te sentir coupable. Tu aurais pu faire mieux. Un gars brillant comme toi, c'est capable de faire. Hey, mais-en. Tu sais, montre-moi ton bulletin. Bon. C'est quand même incroyable d'observer justement qu'à l'école, le lieu qui propage le plus l'éducation de l'humain utilise encore aujourd'hui ce genre de phénomène dont tu viens d'expliquer. Ah oui. Il y a eu une époque où on mettait un chapeau d'or, hein, peut-être dans le coin. Là, tout le monde le sait que t'es là, t'as l'air fou, là, tu te sens coupable, t'as honte. Bon, c'est impeccable. Tu regrettes-tu ce que t'as fait? Ben voyons donc, je peux pas regretter les choses que j'ai pas faites. Je comprends qu'il faut absolument que ça se reproduise plus. Mais tu sais, explique-moi, faut pas que ça se reproduise. Mais demande-moi pas, je me sens coupable. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je le ferai plus parce que je me sens coupable. Mais j'aurais jamais rien compris de l'intelligence des choses. Alors, au lieu de créer des humains intelligents, on crée des humains savants. Hein, comme les animaux. Tu as un coup de fouette quand t'es pas correct, tu as une banane quand t'es correct. Bon. Donc, on empêche finalement l'intelligence de s'exprimer. Il n'y a aucune raison intelligente dans la personne transitive pour qu'elle vive la culpabilité. La culpabilité dans la personne transitive, c'est le résultat, l'accréditation mémorielle de ce qu'elle a toujours vécu. Elle a instruit. Tu sais, si tu fais pas la vaisselle, tu vas en pénitence, il y aura ceci, il y aura cela. Finalement, l'enfant finit par se sentir coupable de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et elle-même, elle l'apprend au niveau de son travail. Quand je donne l'exemple des gyrophares d'une autopatrouille de la police qui vient t'arrêter, tout le monde te voit bien, tout le monde voit bien que tu as fait une connerie.
Bon, c'est exactement ce qui arrive. C'est que toute la structure au complet, elle n'est pas faite pour induire l'intelligence dans l'homme, mais elle est faite pour que l'homme marche droit, coupable. Au lieu de marcher droit parce que ça lui plaît et parce qu'il envoie l'intelligence. Cela veut dire que l'enfant, lui, il traverse la rue et puis il se fait chicaner. Alors, à un moment donné, il traverse pas parce que la bonne femme ou le bonhomme est là. Il va se sentir coupable de le faire. Mais quand ils sont plus là, il traverse. Le gros problème, c'est qu'il peut se faire frapper parce qu'il n'a pas compris l'intelligence de l'empêchement. Et surtout, s'il veut traverser, puis que pendant qu'il traverse, il se sent coupable, c'est drôlement plus dangereux qu'il se fasse frapper. La culpabilité ne sert à rien. Fais-le ou fais-le pas, mais hésite pas. La culpabilité permet à l'homme d'hésiter dans son évolution. Tu remets ta théologie en question, c'est fait, c'est fini. Tu n'as jasé avec du monde, là, t'en vas te coucher chez vous. À un moment donné, là, peut-être que j'ai trop parlé vite, c'est des coups de yeux, puis là, il pique avec je sais pas quoi. Bon, là, tu recommences à avoir la fièvre. Tromper de personnage, c'est Satan qui pique. Ouais, mais souvent, l'humain a l'impression que parce qu'il a dit des choses, etc., certaines religions disent, mais Dieu au défi. D'autres disent, ne défie jamais Dieu. Alors, la personne qui se promène entre les deux, elle va se sentir coupable à un moment donné quelque chose. Bon. L'homme se sent coupable parce qu'il reste assujetti à la conviction que c'est lui qui accomplit les choses. L'homme n'accomplit pas de choses réellement présentement, c'est-à-dire que l'homme ne sait, c'est très frustrant, sauf que c'est le temps qu'on ouvre. Moi-même, je suis dans le même cas que tout le monde, l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Le gros problème, c'est qu'étant donné qu'il a le concept de ce qu'il devrait faire, une grande partie de ce qu'il fait bien, lui, il le voit comme ayant mal fait. Hein? Dernièrement, hier, à la radio, on me demandait, comme ça, M. Cam, vous dites que tout va bien. Ben, c'est sûr que tout va bien. Hein? Il y a des guerres un peu partout, il y a la matière qui s'en vient comme il faut, le suicide infantile est en croissance, tout va bien. Bon, pourquoi tout va bien? Parce que l'homme approche d'une barrière tellement puissante et l'homme la pousse depuis longtemps. À un moment donné, il va passer le mur du son à force de la pousser. Hein? Bon. L'homme la pousse, il prend des repos de temps en temps, et puis à un moment donné, et on s'approche de là, ça fait mal, le nez tout écrasé, t'es tout déformé dedans, là, et tout va bien. Parce que d'ici peu, ça va éclater. Cette barrière va se déchirer dans la conscience de plusieurs individus, et ceux-ci vont maintenant avoir une vision presciente, un enlignement futural, et ils auront accès à un savoir plus instantané, à une conscience plus expandue, qui nécessairement devra rejeter la culpabilité. Quand tu te dis, si je dis par exemple, bon, un moyen de ne pas se sentir coupable, dans une tradition qui t'enseigne de te sentir coupable, c'est de te dire que c'est Dieu. Le ballon dans la rue, pif paf, l'enfant cimetière, c'est pas de ta faute, c'est que Dieu l'a rappelé. Si tu acceptes ça, tu souffriras pas. Mais si tu es moindrement un petit peu plus brillant, tu vas dire, c'est drôle. Moi, quand j'invente de quoi, c'est pas pour le démolir. Pourquoi Dieu le met au monde pour me l'arracher? Fait qu'il pense à deux fois avant de créer un enfant. Et finalement, tu te rapproches encore une fois d'une problématique. Tu n'as pas de libre arbitre. Alors, cesse de te sentir coupable parce que chaque fois qu'une chose est arrivée, c'est qu'elle se devait d'arriver. L'homme va dire, oui, mais on peut changer les choses. Non. Vous pouvez vous mettre dans une harmonique où vous allez voir qu'un changement s'en vient, mais le changement vient de toute façon. Et vous pouvez penser que vous allez changer les choses, mettre de l'énergie là-dedans, puis quand le changement arrive, vous dites, et voilà, ça marche. Mais une fois sur trois, ou 2 fois sur 3, ou 2 fois 0.5 sur 3, ça marche pas. Ça amène toujours la question classique de bien et du mal, l'expression du bien et du mal. Oui. Le bien, c'est l'homme. Ça. Le mal, c'est un bloc de glace. Et Dieu, c'est une source de chaleur. Alors, lorsque le bloc de glace se rapproche de l'homme pour évoluer, pour se faire réchauffer, il gèle l'homme. Alors l'homme dit, c'est Satan, c'est le mal. Et le bloc de glace dit, c'est Dieu, mieux, mieux. Parce qu'il y a une différence potentielle. Alors l'homme fuit le bloc de glace, se retourne vers la flamme. Il refroidit la source de chaleur, mais il se sent réchauffé. Alors il dit, ça c'est Dieu. Ouais, mais Dieu, il dit, Satan en bas. Parce que l'homme est une force aussi yavique que satanique, c'est-à-dire que par rapport à ce qui est plus bas et qui tend à ramener l'homme là pour évoluer, l'homme est divin, mais par rapport aux forces plus évoluées, l'homme est satanique. Bon, si on regarde les peuplades, par exemple, qui tiennent absolument à conquérir la planète Terre au nom d'une athée-religion ou d'une religion, eh bien, pour les peuples, c'est satanique. Mais pour eux, ils doivent conquérir des choses. Ils doivent se battre.
Le bien et le mal est une question de relativité qui permet encore à l'homme de pouvoir supporter sa condition. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut vivre sur la planète Terre? C'est qu'il a un ego centralisé dans un âme. L'âme conserve les mémoires expérientielles, les mémoires accumulées au cours de la vie, et cela crée l'identification chez la personne qui peut dire « moi je suis médecin, moi je suis chauffeur d'autobus, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Mais quand il est jeune, il ne sait même pas, il ne prononce même pas le mot « moi » ou « je ». Lorsque cela est fait, il y a un ego. L'ego a pour première fonction de s'exprimer de façon à toujours savoir qu'il est là. Parce qu'il n'y a rien de plus souffrant pour un ego que de plus savoir qu'il est là. Bon, il appelle ça la mort. C'est pour ça que l'homme a tellement peur de la mort. Et la deuxième chose, se nourrir mémoriellement de façon à ne pas oublier sa condition, qu'on appelle aussi un lavage du cerveau, où le temps fait oublier les choses. Bon. Lorsque l'être humain est égoïsé dans un âme, maintenant, il se pose des questions parce qu'il a une conscience émotivement colorée, qui lui fait poser des questions fondamentales, la trilogie des questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais. Lorsque l'homme vit ce genre de choses, il crée immédiatement un monde autour de lui qui va lui permettre de satisfaire ses questions et ses besoins. Donc, de satisfaire sa recherche ou son degré de recherche d'évolution. C'est pourquoi il va inventer certaines formes de traditions, disons des défunts, culte des morts, culte des ancêtres. Il va lentement inventer le polythéisme, parce qu'il verra un dieu de l'eau, un dieu du feu, un dieu du tonnerre, un dieu de la femme, ou un diable, un dieu de ceci ou un dieu de cela. C'est pas? Et puis à un moment donné, étant donné qu'il évolue, et sa conscience grandissant, il finit par englober plus de choses, alors d'un polythéisme, il engendre un monothéisme. Mais finalement, l'homme qui voit sa conscience grandir, et la culpabilité, elle est un frein majeur, très intelligent, dans le cas de l'homme ou de la femme ou de l'enfant, qui n'est pas suffisamment transitif pour rechercher les choses intelligentes, logiques, conséquentielles, écologiques. Tant que l'homme n'est pas prêt, il doit se sentir coupable. Mais on ne doit pas le culpabiliser, il laisse le faire. Il le fera bien, même s'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais lorsqu'à un moment donné, un être humain fait quelque chose, et c'est sans doute le cas de beaucoup d'entre ceux qui vivent au Québec, lorsque l'homme, lorsque la femme, lorsque l'enfant fait quelque chose, tu prends un phénomène, un verre, tu le renverses sur la table en train de manger. Tu sais, ça vaut pas la peine de faire des réprimandes, l'autre il sait que c'est inécologique. Bon, on appelle ça un accident. Mais quand l'adulte renverse le thé ou le café, c'est un accident. Quand c'est l'enfant, c'est un imbécile. Hein? Bon. Alors, on le culpabilise comme si l'accident ne peut plus être reproduit par l'enfant s'il se sent coupable, s'il peut souffrir de faire des choses. Comment fait-on pour, à cause de toute cette manipulation de tout ça, de la culpabilité, comment on se fait pour couper ça, couper court à ça? Couper à la culpabilité. Oui. C'est simple. C'est simple et c'est dangereux, mais c'est simple. Il faut que l'homme fasse l'expérience, et c'est ce que vous devez faire. Hein? Vous venez pas ici pour me croire, j'espère bien. Sinon, sentez-vous coupable. C'est ça qu'il faut faire. L'homme doit faire l'expérience. Expérimentez ceci. Avez-vous un libre arbitre ou non? Et quel est le degré de ce libre arbitre? Et je ne parle pas philosophiquement. Faites l'expérience dans votre vie, dehors. L'être humain qui fait l'expérience convenablement doit s'attendre à découvrir qu'il n'y en a pas de libre arbitre. Il y a qu'il est là et dit « je traverse ». Il y a un char qui vient, tu ne traverses pas. « Oh ouais, mais j'ai quand même un libre arbitre. J'ai décidé que je traversais, fait qu'à un moment donné, ils m'ont réussi. » Ben déjà, le libre arbitre, là, il diminue. Et tu traverses pourquoi? Ben je vais aller chercher un hot dog. Ah, et si on n'en vendrait pas, là, traverse là-dessus? Non. Voilà. Tu es toujours manipulé. C'est conséquentiel au hot dog et non pas à une intentionnalité réelle de toi. Ouais, mais j'ai faim. Voilà. C'est l'estomac. Et ça, c'est mécanique. C'est encore pas une fois un choix ou une décision que tu fais. Tu sais, les barbitres, fouiller. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une chose certaine, c'est que nous avons la conscience, mais nous n'avons pas la possibilité d'agir. Nous pouvons réagir et dans cette réaction, nous pouvons penser que nous agissons. Moi, j'ai agi. Le feu a commencé à prendre, j'ai pris un extincteur puis je l'ai éteint. Oh ouais. S'il n'y aurait pas eu d'extincteur et pas de feu, tu n'aurais pas fait ça. Tu as donc réagi à la perception du feu, à la perception de l'extincteur, aux mémoires qui te disent quoi faire, puis évidemment, tu le fais. À travers cela, une chose certaine, tu as la conscience de ton action, mais elle est limitée dans le temps
Et étant donné que tu ne vois pas tout ce qui engendre ta réaction, à partir de où tu en prends conscience, tu appelles ça une action. Et l'être humain est réactionnel. Bon. L'être humain qui fait l'expérience, et je ne suis pas cinglé, vous faites l'expérience vous-même et vous allez simplement essayer de faire en sorte que le bouton qui est là s'en aille, que vous rajeunissiez, que vous ayez les cheveux que vous voulez, que votre enfant soit comme vous aimez, que votre mari, votre femme arrive à l'heure, que votre auto marche comme elle veut. Tu sais, asseyez-vous puis à part au premier coup, à part au deuxième, qu'il n'y ait pas de trafic quand vous voulez, tu sais, que le métro vous attende, que l'ascenseur soit là. Puis, essayez de tester le libre arbitre. L'homme va dire, oh, c'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on peut choisir entre le bien et le mal. C'est faux. L'homme sait qu'il a mal ou bien agi après, mais il ne peut pas choisir. Parce que si je dis à quelqu'un, je peux facilement faire quelque chose et demander à quelqu'un est-ce que c'est bien ou mal, il va être pas du tout mal pris. Sauf s'il l'a appris. Et encore là, il peut se tromper. Parce qu'il y a bien des choses qui étaient mal dans le passé qui sont bien aujourd'hui, qui étaient bien dans le passé qui sont mal aujourd'hui, et il y a des choses qui sont conservées. L'homme a le libre arbitre entre le bien et le mal. C'est pourquoi il passe son temps à se culpabiliser. Combien parmi vous ici aimez faire les choses mal? Mais il y en a un paquet qui, à un moment donné, ont fait des choses mal. Alors, si l'être humain a un libre arbitre, ben, pour avoir un libre arbitre, il faut savoir ce qui doit être fait, puis décider de ne pas le faire. Chaque fois qu'un être humain se culpabilise, lorsqu'il a fait l'action, il était certain de bien agir. Alors, s'il est certain de bien agir et qu'il manque son coup, j'appelle plus ça un libre arbitre du bien et du mal, moi. T'as le choix entre le bien et le mal, fais le bien. Je sais pas c'est quoi le bien, tu sais, là, mais fais-le pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intention, finalement. L'être humain n'a pas d'intentionnalité, parce que l'être humain est programmé par ses mémoires. Si tu restes au Vietnam, tu as une intention, tuer des Vietnamiens, ou tuer des Chinois. Si tu restes en Afghanistan, tu fais partie de la résistance, tu as une intentionnalité, tuer des Russes. Si tu restes aux États-Unis, tu as une intentionnalité, jouer d'une machine à jeu. Bon, l'intentionnalité dépend énormément de ta programmation mémorielle. L'homme n'a pas de libre arbitre, et la culpabilité, elle est là pour conserver dans l'homme l'illusion du libre arbitre, ce qui l'oblige continuellement, non pas à comprendre ce qui se passe dans le monde cosmique évolutif dans lequel il est placé, mais ce qui force l'homme à tout engendrer continuellement son évolution dans l'amélioration de ce libre arbitre qui n'existe pas. Si tu veux gagner à la loterie, il n'y a aucun problème arrangé pour que personne n'en achète des billets. Sauf que s'il y en a un autre qui veut gagner, laisse faire le libre arbitre et tout poubelle. Le bien et le mal, je répète, tous les humains sur la planète sont des hommes de bonne volonté. Ils veulent faire au mieux de leur conscience, c'est là qu'il y a la manipulation, au mieux de leur conscience, ce qu'ils peuvent. Et à un moment donné, ils découvrent que, merde, j'ai pas pensé à ça. Ben justement, si tu y as pas pensé, comment pouvais-tu ne pas faire ce que tu as fait? Oui, mais il aurait fallu que j'y pense. Hey, c'est beau à dire, c'est beau de se sentir coupable. Mais si je vous, pensez à un immense torrent qui coule, les chutes Victoria en Afrique. Pensez à ça. Il y en a un autre en train de vivre la culpabilité quelque part dans la salle. Entendez? Pensez ce genre de choses. C'est un peu facile. Mais essayez de penser comment nous pourrions faire en tant que citoyens dans une société. Pensons comment faire pour que le plein emploi existe et que la motivation du travail existe dans la tête du monde et que finalement on accepte la robotisation et au lieu de payer le robot, on paye l'humain pour qu'il ait une société de loisirs. Pensez à comment solutionner le problème de la drogue. Et pensons-y. Et là, tu t'assois, tu penses, t'essayes, c'était pas ça. Tu penses, t'essayes, c'était pas ça. Puis on parle de libre arbitre entre le bien et le mal. Quand j'étais jeune, moi, j'écrasais des grenouilles, puis c'était bien. Il y en avait trop. On m'avait dit que c'était un animal nuisible, alors c'était bien. Quand j'ai appris que l'humain est nuisible, c'était nuisible pour lui, mais qu'écologiquement, la grenouille ne nuisait pas. J'ai cessé d'en écraser, et c'était toujours le bien. Mais si je me sens coupable, après avoir découvert que j'ai crapouillé des centaines de grenouilles pour rien, je vais me sentir coupable. Mais je n'ai qu'à me dire, ben non, j'ai fait au mieux de ma conscience. Ouais, mais t'avais une maudite conscience. Exactement. C'est pas même pas coupable. J'avais ce que j'avais, hein. J'avais pas ce que j'avais pas. Alors, oui, mais lisez la Bible, lisez le Coran, lisez le Talmud, lisez la Bhagavad Gita, lisez ces livres. Pas de problème. Mais ces livres sont sacrés. Ça crée quelque chose. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait simplement confirmer une chose que l'homme sait, mais ça n'instruit jamais l'homme.
Alors, je lis la Bible, je comprends les choses, le reste est intéressant. Dans 10 ans, je la relis, oh là, je comprends plus. Oui, c'est normal. Tu savais plus, elle te confirme des choses. Mais elle ne t'apprend rien, sauf celui qui veut la lire à la lettre, elle ne lui apprend rien, mais elle l'encercanise. Ses livres sont là comme des vrais maîtres. Un vrai maître n'enseigne jamais rien lui-même. Il confirme des choses. Alors, tu viens voir un vrai maître et tu lui demandes, qu'est-ce que je devrais faire vu que j'ai tel problème? Le maître répond, selon toi, ou fais ce que tu fais. Moi, j'ai pensé de faire telle chose. Et ça. Tu as ta tête pour trouve. Tu ne l'as pas, attends. Ça va venir. Mais si tu peux raisonner et qu'on donne toujours la solution, la meilleure façon d'empêcher l'être humain d'évoluer, c'est de lui donner les réponses. Il y a l'illusion de l'évolution, il y a les symptômes de l'évolution, mais quand le maître disparaît, l'autre tombe avec. Tu peux le diriger, c'est-à-dire que laisse-le aller, puis quand il est sur le bon chemin, il dit que c'est correct. Tu sais, c'est comme tu chauffes, tu brûles, tu refroidis, c'est à peu près ça. Mais ça finit là. Laisse-le trouver. Alors, les livres saints sont des maîtres, en ce sens qu'ils ne sont là que pour confirmer à l'homme sa démarche. Mais le bien et le mal, encore une fois, hein, on prend des livres, on prend la Bible, et on se lance dans les croisades. On prend le Coran, et on se lance dans un djihad. Le bien et le mal là-dedans, ça dépend de l'interprétation de l'homme. Et l'homme étant manipulé, il l'interprétera d'une façon problématique. Moi, je suis ce que je suis. Si des conneries sont accomplies de par ma présence ou mon passage, je devrais en payer un certain prix parce que je suis responsable, je l'ai laissé s'accomplir. Et même si je ne pouvais pas faire autrement que le laisser s'accomplir, je reste responsable. On appelle cela le karma, on appelle cela ce que vous voudrez, parce que c'est par moi que ces choses sont venues. Et puis merde. Mais je ne me sentirai jamais coupable d'une chose parce que l'énergie qui me permet de découvrir que j'ai mal agi ou que c'était inécologique, je vais m'en servir pour comprendre pourquoi on m'a forcé à agir comme ça et je verrai que c'était peut-être beaucoup plus écologique que je pensais, mais avec une conscience plus expandue et non pas une conscience nombricique. La culpabilité, elle, oblige l'homme à continuellement se rebiffer sur lui-même plutôt que d'essayer de se dire, bon, je comprends ça, j'en vois plus. Mais si j'en vois plus, je m'endormirai pas là-dessus. La prochaine fois, je vais faire autre chose. On ne peut pas faire mieux, on fait toujours ce qu'on peut. Je vais faire autre chose. Et si à un moment donné, ça fait 4 fois que je me fais encore avoir, il n'y a pas de problème là. Il y a une raison quelque part. Et l'homme qui vit de la culpabilité, induisant le libre arbitre, va chercher la raison chez lui. Pendant combien de 1000 ans, l'homme a-t-il pensé que la cause de ses problèmes était extérieure à lui? Si je suis malheureux, c'est de la faute des autres. Si je suis pauvre, c'est parce que je n'ai pas eu de chance. Tu sais, hein? Le libre arbitre, j'ai pas de chance. Bon. C'est parce que je suis né dans une famille pauvre, c'est parce que je suis né dans un milieu pauvre. Et à un moment donné, étant donné que plusieurs écoles, aristotéliciennes, platoniques, etc., sont apparues, et elles ont un peu instruit l'homme, comment changer l'extérieur pour qu'il puisse fonctionner. Après quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, l'homme découvre que ça marche pas. On peut pas changer l'extérieur. Alors, évidemment, le problème, c'est chez nous. Alors, maintenant, naissent les nouvelles écoles qui instruisent dans l'homme comment que l'homme peut arriver à accepter, à tolérer, ou en se changeant, changer les choses. Et après encore quelques centaines ou milliers d'années, dépendant des écoles et des continents, finalement, on est encore aussi mal pris. Tu médites, ça marche plus. Tu as un truc, une intuition, ça marche plus. Prends un pendule, pose une question, ça marche. Pose un autre, ça marche. Pose un autre, tu peux courir. Ça marche. Jusqu'à temps que quelque chose fait que ça marche plus. Alors, il y a un phénomène intéressant. Le problème, est-ce que c'est dans l'homme? Le problème, est-ce que c'est à l'extérieur de l'homme, dans les autres hommes? Il se trouve que les recherches ont démontré au cours des millénaires que dans les autres hommes, on ne trouvait pas le problème la solution à nos problèmes ou la clé de nos problèmes. Et que chez soi, on ne le trouve pas non plus. Tu peux vivre mieux en te changeant, tu acceptes mieux les choses, mais ça ne change pas la condition aberrée évolutive de l'homme. Bouddha a parlé de la fuite de la vie, ne plus se réincarner. C'est luciférien en termes d'évolution, parce qu'au lieu de revenir sur la planète Terre, continuer à créer des véhicules pour recevoir l'esprit ou les dieux, tu t'arranges, comme les Égyptiens, les pharaons, pour ne plus revenir. Bon.
Et c'est un phénomène luciférien. D'ailleurs, Lucifer a toujours voulu que l'être humain évolue plus vite. Hein? On appelle ça des guides de lumière, ceux qui sont assujettis à Lucifer. Avancer vite. Mais avancer vite, c'est pas nécessairement faire ce qui doit être fait. L'être humain a une fonction à accomplir. Lorsque l'homme finit par observer que tout le travail qu'il a fait chez lui l'a changé un peu, le travail qu'il a fait chez autrui, ça change un peu les choses. Mais finalement, si l'homme ne vit pas réellement mieux qu'avant, il peut s'habituer à son état. Alors, il ne sait plus qu'il souffre, même s'il souffre. Hein? Il se valiumisise, et il prend un paquet de médicaments, puis il devient une espèce de centrale intéressante. Bon. Lorsque l'homme décide d'observer le cadre dans lequel il est, exactement comme scientifiquement on observe un cadre écologique, est-ce que le conifère tue réellement, intentionnellement, les pissenlits qui poussent à terre? Non. Les aiguilles des conifères tombent et ça crée de l'ombre. Ça empêche aussi les choses de pousser. Est-ce que le bouleau nécessairement fait ceci? Est-ce que le loup intentionnellement veut exterminer le chevreuil? Et on finit par se rendre compte que non. Qu'il y a comme une complicité entre le chevreuil et le loup, le pissenlit et le conifère, le bouleau et l'érable, le cèdre, etc. Il y a une espèce de complicité inconsciente qui fait que liberté est possible dans le cadre écologique, mais qu'elle est absolument illusoire dans l'individu placé dans le cadre. Alors, lorsque cela est conscientisé, eh bien, si on fait la même recherche au niveau de l'homme, au niveau de ce que nous vivons nous-mêmes, eh bien, on peut finalement arriver à voir que tout est interrelié. Tu pars de ton travail, tu te dis, bon, je vais aller prendre les bons bains tourbillons chez nous. T'embarques dans ton auto, il y a du trafic. Bon, t'as une crevaison. Tu arrives chez vous, puis ton fils a constate la fenêtre du voisin. Fait que le voisin t'attend sur le balcon. Quand c'est plus ou moins réglé, tu rentres dans la maison, ta fille est dans le bain tourbillon. La prochaine fois, là, le mardi, ça m'est réservé. Là, tu penses qu'en changeant tout ça, ben non. Les barbites, tu l'auras pas. La journée que t'as pas le temps, le bain tourbillon va être libre, hein? Bon. Mais la journée que tu veux, bon. Le gars va à la chasse, il n'y a pas d'animaux. Il oublie son fusil, ça part les perdrix dans la face. Bon. L'homme doit se placer disponible et les événements de la vie vont venir le chercher. Un autre en train de se faire émission. Je crois que toutes les chaises y ont passé, là. Je suis pas sûr, j'ai pas compté. Ceux qui rient. Mais c'est celui à qui ça arrive qui apprend. Et c'est celui-là qui est chanceux. Hein? On devrait toujours louer ces chaises-là un peu plus cher. C'est logique. La culpabilité chez l'homme, elle se vit de cette façon-ci. L'homme convaincu qu'il a un libre arbitre pense qu'il peut intentionnaliser les choses, alors il croit poser des gestes. Et lorsqu'il doit poser un geste, il est confiné dans une conscience bilatérale, le bien, le mal. Vais-je mal agir? Vais-je bien agir? Je ne sais pas. Ça, c'était peut-être un pet, remarqué. Bon. Soyons sérieux quelques instants. Confiné entre le bien et le mal, l'homme doit prendre une décision. Et la peur de prendre la décision est la peur de mal agir. Déjà, il se sent coupable. L'être humain doit toujours savoir qu'il doit faire au maximum de sa conscience et par la suite observer le résultat de façon à ce que sa conscience puisse grossir lentement ou rapidement pour que l'homme finisse par avoir une vue plus ample du cadre écologique dans lequel il est, ce qui fait qu'il sera de plus en plus conséquentiel dans ses actes. Mais la culpabilité empêche totalement l'homme d'agir. Beaucoup ne veulent pas agir dans leur vie, coupables déjà au cas qu'ils manqueraient leur coup. Et d'autres, après avoir manqué apparemment leur coup quelquefois, et on ne manque jamais son coup, parce qu'on apprend. Vous ne posez pas un geste pour les autres, vous le posez pour vous. Ça expand la conscience. J'essaye cela, ça n'a pas marché. Les autres vont dire quoi? Tout le monde me chiale dessus. Ça les regarde pas. Le job est de chialer, c'est des humains. Bon, parfait. Mais ça ne les regarde pas. Moi, je pose le geste et j'observe les choses. Et j'ai fait cela et c'est passé ça. Quelles sont les lois qui régissent cela? Et ce n'est pas le libre arbitre de l'homme qui régit cela. L'homme a le libre arbitre maintenant que j'ai fait cette conférence, ceux qui ont entendu, de se sentir coupable ou non. C'est tout. Accompli, fait. Quand c'est fait, observe. Une fois que tu as observé, continue à accomplir. Mais te culpabiliser, c'est te mortifier à partir du concept de t'être trompé.
L'homme ne se trompe pas. Un jour, un bonhomme est rentré dans un parlement et il a tué tous ceux qui étaient là. Ça a libéré la population au complet du joug de quelque chose de dramatiquement atroce. Il a fait le bien. Un jour, un soldat de l'armée canadienne rentre au Parlement de Québec, fait la même chose. Il est aussi convaincu qu'il fait bien. Et on dit, il a fait mal. Il y en a un qui est un héros, l'autre est en prison. Le libre arbitre, cherchez-le. La culpabilité, ça sert à rien, elle est là pour entretenir le libre arbitre. Pas de votre faute, vous allez être responsable. Alors, mettez toutes les énergies en fonction pour faire le bien, c'est-à-dire pour faire les choses écologiques. Puis quand ça marche pas, tout le reste de la vie est là pour commencer, mais pas pour s'en occuper. Alors, on a une pause de 20 minutes et puis on revient. Merci beaucoup, Daniel.